Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. À l'heure où je vous parle, Nvidia vient d'annoncer leur nouvelle carte graphique, les RTX 3000. Ces cartes graphiques-là sont quand même très prometteuses au niveau des performances. Elles sont, techniquement et de ce qu'a annoncé Nvidia, elles sont quand même assez élevées. On se retrouve quand même avec la plus petite carte qui dépasserait théoriquement, en fait, en termes de rapidité et de performance, une 2080 Ti. Et c'est un petit peu ce que l'on va voir ensemble, savoir si c'est réellement le cas ou pas, au vu des différents tableaux qu'ils nous ont montrés et au vu en fait de la communication qu'ils ont été effectués en fait en plein live hier, donc je le rappelle le 1er septembre en fait 2020. Il y a eu aussi pas mal de technologies, de nouvelles technologies qui ont été en fait présentées, beaucoup de technologies aussi pour la partie professionnelle que je vais pas vous présenter aujourd'hui. Pour la partie, j'allais dire brute de fonderie, on n'a que 3 modèles qui ont été annoncés. Donc par Nvidia, on va avoir la 3070, la 3080 et ce qui n'a encore jamais été fait par Nvidia, c'est une 3090. Au niveau de la partie tarification et disponibilité, la 3070 sera disponible en octobre à un prix de 520 €. Oui, vous avez bien entendu, une carte graphique qui est techniquement annoncée plus puissante qu'une 2080 Ti va être au prix de 520 €, soit la moitié du prix de la sorte comparé en fait à la sortie des 2080 Ti. Bien évidemment, là je ne parle uniquement en fait des Founders Edition. On va pas parler et je vais pas vous parler des custom parce qu'à l'heure actuelle il y a très peu d'annonces qui ont été faites. On a plutôt eu des annonces sur du design ou autre, mais sans des annonces de prix. Donc ça va arriver en fait dans un second temps. Mais en soi, on arrive déjà avec Nvidia qui a une attaque ultra agressive sur le marché, qui tape quand même assez fort avec ces prix-là et surtout avec les performances qui sont théoriquement annoncées. Pour la 3080, elle sera disponible dans quelques jours, c'est-à-dire en fait elle sera disponible le 17 septembre à un prix de 720 €. Donc là qui reste aussi, j'allais dire en fait assez agressif parce que techniquement si on compare, j'allais dire une prix avec une 2080 Super qui vaut dans les 800 et quelques euros et qui en termes de Founders Edition était à peu près au même prix, c'est vrai que voilà, si le gain de performance est quand même beaucoup plus élevé, à ce moment-là, la nouvelle génération vaut vraiment le coup. Mais attendons quand même de pouvoir l'avoir testé, que du coup je puisse m'en procurer une 3080 pour pouvoir la tester, la comparer avec une 2080 Ti déjà, pour voir s'il y a vraiment un gain ou non en fait de performance, mais ça on en parlera après. Et là, le gros monstre, parce que c'est très sincèrement un monstre en termes de taille et en termes de puissance, il s'agit de la 3090, donc la 3090. Ça n'a jamais été fait, on a toujours été habitué du coup à avoir soit des 80 avec des 80 Ti et après des Titans. Mais là on se retrouve avec une carte graphique qui est, j'allais dire, à l'égal en fait d'un point de vue performance d'une Titan. Mais pour un budget qui, alors certes ça va faire beaucoup de personnes ne pourront pas en fait se permettre d'acheter en fait ce type de carte là, mais on est sur du 550 € pour une carte graphique embarquant du 24 Go en GDDR6X avec 10 000 coups d'accord, avec une fréquence qui est quand même dans les 1.7. C'est tout simplement en fait énorme d'un point de vue, j'allais dire caractéristiques techniques, surtout à ce prix-là. On a à l'heure actuelle, en fait, Nvidia a réussi à un sorte de, j'allais dire peut-être un pari, je sais pas si c'était en fait souhaité ou non, mais en tout cas, ils ont réussi à pouvoir donner et à permettre en fait au grand public d'avoir accès à une gamme et à du haut de gamme comme les Titans en termes de puissance, à y avoir accès, car c'est vrai que 1500 €, si on regarde et si on compare avec les 2080 Ti, toutes les personnes qui ont acheté des 2080 Ti haut de gamme, comme par exemple les Strix ou autres, et j'en fais partie, ma Strix, je l'ai payé 1400 et quelques euros. Donc, en soi, on arrive quand même sur des prix qui sont équivalents à, j'allais dire, en fait, tout simplement à des 2080 Ti sur du haut de gamme à l'heure actuelle sur le marché, mais pour une puissance qui explose tout. Très sincèrement, elle explose tout. Pour tout le détail des caractéristiques techniques justement de toutes ces cartes, on passera directement sur mon PC après, sur les pages d'Nvidia, et comme ça je vous montrerai en fait un petit peu tout, avec les graphismes qu'ils nous ont présentés justement lors du live d'annonce de leurs cartes. Mais là, je vais vous parler un petit peu de des 3 nouvelles technologies qui sont quand même assez intéressantes au final dans cette, j'allais dire, dans ce package en fait de nouvelles cartes. La première techno, c'est le Nvidia Broadcasting, qui lui va se diriger beaucoup plus vers les streamers. C'est tout simplement une techno qui va plutôt en fait un logiciel en soi
qui va embarquer 3 technos différentes. On va avoir la première qui va être une réduction du bruit ambiant, qui va permettre justement en fait à votre micro, par une intelligence artificielle, de ne pas capter les bruits de fond et tous les bruits extérieurs. Mais là où ça peut être aussi intéressant, c'est dans le cas où vous avez des collègues, donc vos teammates par exemple, et que vous êtes en game, que eux n'utilisent pas le press to talk et que vous entendez plus en fait le son de le clavier que eux-mêmes, et bien finalement en fait l'intelligence artificielle va permettre de capter le son et le bruit de fond de vos teammates pour éviter de vous le retranscrire à vous. Certes, ça va induire justement une baisse de la qualité audio générale en fait derrière, au même titre que comme on l'a pu le voir aussi avec la technologie iMic de chez Asus qui est présente du coup dans les B550, dont j'en ai fait une présentation du coup sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Mais en soi, on est sur vraiment une réduction de bruit via une intelligence artificielle, donc ça c'est le RTX Voice au final qui arrive, mais qui est intégré dans NVIDIA Broadcasting. De plus, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une option qui va être dédiée au background, en fait, au fond de votre vidéo. En tant que streamer, vous savez que le décor ou autre, même si tu es youtubeur en fait derrière, mais vous savez que le décor en fait est assez important. Cette option-là permet d'appliquer un flou total en fait au niveau du coup du fond, ou tout simplement d'y intégrer en fait un preset et un fond que vous avez choisi, que ce soit une plage en fait de sable blanc ou un vaisseau spatial ou n'importe quoi d'autre. Au final, ce logiciel là il va permettre de pouvoir vous intégrer au même titre qu'un fond vert, mais sans avoir utilisé de fond vert. De plus, la troisième technologie qui est embarquée du coup dans le NVIDIA Broadcasting, c'est le tracker. Le tracker, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est ce qui va permettre directement via une intelligence artificielle de refaire un recadrage du coup sur la tête du streamer. Donc par exemple, si vous êtes streamer, ça va faire directement le cadrage sur vous. Et si vous allez bouger, là moi personnellement je bouge, la caméra me suit absolument pas en fait et l'image en fait ne bouge pas. Alors que là, l'intelligence artificielle va elle effectuer du coup en fait un zoom. Il va permettre de vous suivre directement en fait dans l'image et d'avoir ce recadrage là. Comme là vous pouvez le voir directement en fait avec les images et la démonstration en fait de ce streamer qu'il le fait. Très sincèrement, je trouve que ça apporte vraiment un plus, surtout dans le cas après où on va récupérer du coup nos rushs pour en faire un montage vidéo. Ça permet d'éviter en plus tout simplement d'avoir à faire le recadrage manuel, le zoom, le tracking etc. derrière et de rebalancer. Là c'est tout fait par une IA et c'est vrai que du coup si on peut gagner du temps, pourquoi pas? Une autre technologie en soi que l'on connaît tous en fait à l'heure actuelle, c'est le ray tracing avec le DLSS. Alors c'est un petit peu compliqué en fait à expliquer, comment moi je l'ai compris et pendant la conférence, et j'en ai parlé aussi en fait il n'y a pas très longtemps directement avec un collègue, mais en soi, le ray tracing ainsi que le DLSS qui était appliqué sur les RTX de première génération, donc en fait les 20, donc 2060, 2070, 2080, toutes les super et la 2080 Ti, en soi avait une certaine performance, mais dès qu'on l'activait, on perdait en fait aussi en performance en jeu. Là, la différence, c'est qu'ils ont fait une sorte d'accélération et une upgrade en fait de cette technologie-là qui permet justement en fait de ne pas perdre des performances et au contraire avec le DLSS en fait activé, d'augmenter les performances en jeu. C'est-à-dire que comme là vous pouvez le voir en fait directement avec en fait Death Stranding, on va avoir justement 100 et quelques FPS en 4K natif en fait sur Death Stranding, mais par contre dès qu'on va activer le ray tracing avec le DLSS, on va dépasser les 141 FPS. Alors qu'avant, on aurait été plutôt avec le ray tracing à baisser en fait en termes de perf, et dès qu'on activait le DLSS, à essayer de récupérer un petit peu les perfs nativement. Ce qui là finalement est quand même beaucoup plus judicieux et quand même assez sympathique quand on sait que au final ils ont tout simplement augmenté et fait une upgrade en fait générale du ray tracing en fait en soi. Une nouvelle chose aussi qui est quand même assez sympathique, c'est que Nvidia s'est tout simplement allié avec les constructeurs d'écrans pour pouvoir sortir des écrans allant jusqu'à du 360 Hz. Donc je crois qu'on est Acer, Alienware et je sais plus quel en fait autre constructeur. Mais en gros, on verra arriver sur le marché. Donc pour toutes les personnes qui sont dans des jeux compétitifs, qui cherchent vraiment en fait à avoir le plus de FPS, le plus haut taux de rafraîchissement en fait possible, on va avoir des cartes graphiques qui vont pouvoir faire tourner des jeux en 360 FPS avec des écrans qui vont pouvoir vous retransmettre du 360 FPS. Sur ce, de toute façon, on passe directement sur le PC. Je vous présente un petit peu les 3 cartes graphiques ainsi que le design, le flux d'air, l'alimentation. On en parle tout de suite.
Si vous savez pas comment choisir votre carte graphique, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous mets en fait dans le petit en haut à droite. C'est une vidéo que GeekFuel a fait qui est vraiment très bien expliquée, en sachant que bon, j'en ai aussi fait une, mais moi c'est beaucoup plus sur la partie budget. Lui derrière, il l'a fait vraiment sur toute la partie chipset, sur toute la partie en fait BIOS, sur toute la partie j'allais dire custom en règle générale. Donc là, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo là et à la prendre en fait comme guide général pour vraiment sélectionner quel est le modèle de carte graphique que vous allez choisir et comment du coup gérer sa carte graphique derrière et voir les options que l'on va avoir en fait en termes de possibilités. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Sur ce, voilà, j'en ai déjà un peu trop parlé, on passe directement sur le PC, je vous présente ces trois cartes. Du coup, voilà, là maintenant on se retrouve directement en fait sur mon PC et je vais pouvoir vous montrer tout simplement les nouvelles cartes de chez Nvidia. Hop, donc au niveau de ces cartes là, on va commencer donc j'allais dire par là, hop, oh petit bug. Donc au niveau de ces cartes là, on va commencer par la plus petite, comme je vous l'ai dit, la 3070 qui est à 520 €, qui sera disponible, donc là je me répète encore une fois, à partir d'octobre. Donc pour l'instant on n'a pas de date précise, mais comme vous pouvez le voir au niveau de son design, déjà il est quand même assez ouf. On a les deux ventilateurs en fait en top, on a ici une connectique en fait en 12 pins. Oui, c'est un 12 pins. Alors toutes les alimentations ne sont pas du coup en fait, j'allais dire compatibles si on peut dire ça, ou n'ont pas de connecteur uniquement en fait 12 pins. On a plutôt en fait du 2x6 ou du 2x8 en fait, ou du 2x6 plus 2 à chaque fois. J'ai vu une vidéo d'un américain qui en avait un, qui avait déjà eu en fait une RTX de 3e génération en fait, donc là les 3000. Et ce qui est quand même assez bizarre, c'est que en fait apparemment ça serait déjà fourni avec, c'est-à-dire qu'on aurait un adaptateur en fait 12 pins vers 2x8 ou vers 2x6 qui serait déjà disponible. Attention, ça va concerner uniquement du coup en fait la Founders Edition, ça ne concernera pas du coup en fait celles qui sont des constructeurs, car depuis les différents leaks qu'on a pu voir, que ce soit en fait sur des cartes d'Asus, d'MSI, de VGA ou autre, on serait plutôt sur du 3x6 ou du 3x8. Donc autant vous dire que du coup là au niveau d'alimentation, il faudra peut-être up un petit peu et avoir des plus grosses alimentations. Sur ce, donc là on est en fait avec la nouvelle puce en fait sur l'architecture en fait Ampère, ça sera la même puce en fait pour tout le monde, même si en fait la quantité va changer en termes en fait de RT Core ou de CUDA Core ou de Core Tensor directement, mais par contre on est sur la deuxième génération du coup en fait de RT Core. Les RTX 2070, 2080 et même les Super étaient sur la première génération, donc là on est sur la deuxième génération directement. Au niveau de la partie en fait Core Tensor, on est sur la troisième génération alors qu'avant on était sur les deuxièmes. Et après du coup on a tout simplement en fait un rendement du coup en fait en FP32x2 sur du multiprocesseur flux. Voilà, en soi des grands mots du coup en fait derrière, mais on est quand même sur une nouvelle architecture et une nouvelle du coup puissance possible. Donc là à l'heure actuelle en fait on a 3 jeux qui ont été testés, sur lequel en fait on peut retrouver directement. On va avoir du coup Control, donc qui est, j'allais dire en fait une certaine base et une certaine référence pour la partie en fait ray tracing. Donc on peut voir en fait avec la RTX 3000, en sachant que c'est un test qui a été fait du coup en 1440p avec un i9 en 10900K avec 64 Go de RAM sur un Windows 10 et que le RTX a été utilisé plus le DLSS. Dans les presets en fait de catégorie et de qualité en fait les plus hauts directement. Cependant, et c'est là où je vais dire en fait cependant il faut faire attention, où là ils ont manipulé les chiffres pour moi, c'est que techniquement en fait les GTX ne sont pas faites pour avoir le ray tracing, même si elles peuvent le faire tourner, elles ne sont pas faites du tout pour ça. Donc techniquement en fait derrière, pourquoi avoir testé une RTX, du ray tracing et avoir testé les jeux avec une GTX, une carte qui ne l'a pas été faite? Simplement pour vous montrer entre guillemets un gap de performance alors que finalement il n'a pas lieu d'être. Donc en tout cas pour Minecraft et pour en fait Control, très sincèrement, oubliez du coup en fait les deux petits en bas, c'est pas de la référence. Voilà. Là par contre ce que l'on peut voir quand même, c'est qu'on peut voir en fait que la RTX 2070, en sachant qu'on parle d'une 2070 et non d'une 2070 Super, donc il y avait déjà un gap entre les deux. La 2070 en fait faisait tourner Control en 1440p à 65-70 fps en fait directement en 1440p. Et Minecraft à 65 fps. Là, on serait en fait dans l'ordre des supérieurs à 100 fps du coup pour les deux. Donc autant vous dire que le gap d'un point de vue, j'allais dire tout simplement en fait de performance du coup est quand même assez impressionnant quand on regarde uniquement ce graphique là, mais je le prends vraiment pas comme étant référence et vous ne devriez pas le prendre comme étant une référence, car faites attention, ce sont vraiment des graphiques commerciaux et là on n'est pas du tout sûr en fait de la véracité en fait des informations derrière. Et là on a les caractéristiques spécifiques
de la 3070. Donc là on voit qu'on est sur 5888 coups d'accord pour 1,73 GHz en fait de fréquence de boost avec 8 Go en fait de mémoire, et par contre on est sur de la GDDR6. La 3080 10 et la 3080 en fait classique, elles sont en GDR6X, donc une bande passante du coup un peu plus grosse, en soi qui nuit en fait pas à grand chose. Donc du coup on est sur la deuxième génération de ray tracing avec la troisième génération en fait de Quad Tensor. On est en fait avec le PCI 4.0 qui est compatible en fait directement dessus. Oubliez le NVLink pour la 380 et la 370, ils n'y seront pas dessus. On a de l'HDMI 2.1, du DisplayPort 1.4 dessus. Au niveau de l'encodeur et du décodeur, on est sur la 7e génération pour l'encodeur et la 5e génération pour le décodeur, donc les dernières générations derrière. Bien évidemment on peut faire de la VR, donc ça il n'y aura pas réellement de souci. Au niveau de la longueur on est sur du 24 cm, donc c'est quand même un gros bébé hein, déjà pour une 2070. Elle prend 2 slots sur en fait la carte en fait en elle-même et sur le, enfin 2 slots de fixation en fait au niveau du boîtier et un slot PCI, hein, il n'y en a qu'un seul en fait hein, directement pour la partie connectique. Au niveau de la température maximale, techniquement, ils disent qu'on peut atteindre 93 degrés en température maximale. La consommation, on est à 220 watts et ils recommandent une alimentation de 650. Hop, donc maintenant, on va passer à la 380. Donc là, vous pouvez voir que le design entre la 370 et la 380, en fait, ont changé. C'est-à-dire que sur la 370, en fait, en y revenant, on va se retrouver à avoir du coup 2 ventilateurs en top directement, avec à l'arrière en fait un flux d'air en fait en bas, parce que le PCB en fait s'est coupé à cette partie là comme on peut le voir là dans le reflet derrière. Donc on a un rad en fait en dessous qui va souffler l'air. Donc là au niveau du coup de cette partie là on se retrouve avec les 2 ventilateurs principaux, alors que ici on va se retrouver avec un ventilateur au dessus et un ventilateur en dessous. Donc là vraiment on va avoir un flux d'air vraiment en fait beaucoup plus style blower. Donc c'est vraiment en fait un système de refroidissement en fonction, comme le blower en fait en règle générale. Au niveau de là, la partie prix, donc comme je vous le dis, elle sera disponible en fait le 17 septembre. On est sur du 720 € en fait en termes de prix de base en fait envoyé. Pareil, hein, toujours deuxième génération de RT Core, toujours en fait pour les Tensor Core. Et là quand on voit du coup les performances, là on n'est plus sur du 1440, on est sur du 4K. Toujours les paramètres en fait graphiques les plus élevés, avec toujours un 10900K 64 Go de RAM, toujours le RTX en fait dédié. Et là pareil, ils ont mis une GTX 1080 uniquement avec le ray tracing en fait sans DLSS. Autant vous dire que les deux petits là, vous les nexter en fait, il faut pas y penser totalement. Donc là en 4K, techniquement, Minecraft tournait à 40 fps avec une 2080, et là on dépasserait et on se rapprocherait plutôt en fait des 80 fps en fait sur Minecraft en 4K, et Control tournerait aussi à 80 en fait fps avec le ray tracing et le DLSS activé en 4K, alors qu'avant avec une 2080 on tournait plutôt aux alentours des 45-50 fps. Donc voilà. Après au niveau du design, comme vous pouvez le voir, là on a un très bel éclaté où on a les caloducs qui passent ici avec le ventilateur. Vous voyez le PCB qui est coupé en fait en V pour laisser la place en fait au ventilateur en fait ici. Très sincèrement, qui est vraiment en fait, j'ai dit un design qui est quand même assez sympathique aussi. On a un très gros rad en fait ici pour la partie dissipation. Là c'est que la partie fixation en fait, et j'allais dire beauté et esthétisme, et avec le ventilateur qui lui va tout simplement aspirer en fait et reflouer. Au niveau des spécifications techniques, on est sur 8700 coups d'accord avec une fréquence de boost à 1.7 pour 10 Go du coup de VRAM pour la 3090 en GDDR6X. Toujours le PCI 4.0 en fait qui est pris en fait lui en compte. On est toujours sur en fait la même technologie, même architecture. En gros, elle change pas trop en fait en termes de caractéristiques techniques, mis à part la partie coup d'accord, mis à part la partie VRAM et en fait derrière la fréquence de boost et la partie alimentation. En soi, il n'y a pas grand chose qui vont changer. Toutes les technologies sont embarquées sur les 3 mêmes cartes. Par contre, là, comme on voit, la consommation graphique, on passe de 220 watts pour la 3070 à du 320 watts, donc 100 watts de plus, théorique donné par le constructeur, bien évidemment, pour la 3080. Et on voit qu'il nous faut au minimum, mais ça c'est préconisé du coup par Nvidia, une 750 watts. Maintenant, on va passer au plus gros bébé, qui est la 3090, qui est à 1550 €, enfin 49 €, qui sera disponible le 24 septembre. Donc vraiment un gros bébé, toujours les mêmes technologies que l'on aura derrière, vraiment. La seule différence, c'est qu'on va pouvoir faire de la 8K avec. Très sincèrement, pour moi, je trouve que c'est overkill aujourd'hui, puisque personne réellement l'utilise et personne en fait c'est pas devenu une norme d'avoir en fait un moniteur ou une télé en fait en 8K. Les consoles, elles ne le feront pas tourner en fait avant des années en fait sur du 8K. Les jeux qui sont compatibles en 8K,
il n'y en a pas des masses non plus en fait derrière. Très sincèrement, quand on voit qu'en 4K avec le ray tracing de ce qu'ils nous ont annoncé, on tenait du coup en fait du 80 fps, vous imaginez en 8K jouer à 30 fps, c'est peut-être un peu plus compliqué. Voilà, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est très présomptueux du coup en fait de pouvoir avoir la 8K, même si c'est bien de dire qu'en quoi on peut le faire. Ça c'est très bien, pour la retouche photo ou autre, pourquoi pas. Mais en soi, pour la partie gaming, c'est totalement inutile. Donc très sincèrement, je pense qu'il ne faut pas se baser le choix en disant comme quoi vous pouvez faire de la 8K parce que vous n'allez strictement pas l'exploiter. Au niveau des spécificités, et c'est là où c'est ultra intéressant et c'est pour ça que je vous disais qu'en fait elle était plus puissante qu'une Titan en fait RTX d'ancienne génération, c'est que là en fait on est à 10 496 quad-core pour 1,7 Go en fait 1,7 GHz en fait en boost, 24 Go de VRAM et toujours en GDDR6X. La seule différence c'est que quand on va prendre une Titan qui était elle à 2750 € à la sortie, et qu'on descend en fait au niveau de ses perfs en règle générale, on était sur une fréquence boost un petit peu plus élevée, toujours avec 24 Go. Par contre, quad-core, on était à 4600. On est au double, un peu plus du double même, entre guillemets, on est au triple, presque, c'est simple, un tiers. Un tiers de quad-core en fait presque en plus, voire le double en fait de quad-core en plus, qu'une Titan. En sachant qu'on est presque un peu moins de la moitié du prix, en fait, tout simplement. Un 3090 est tout simplement en fait un monstre derrière. Quand on voit rien qu'au niveau de la taille aussi, elle fait 31 cm. La 2080 Ti de chez Asus Strix, en fait, elle fait 30 cm,4. Là, on a 1 cm de plus et c'est une Founder Edition. Donc ça, il faut faire aussi attention. Elle prend 3 slots en termes d'emplacement. Donc c'est vraiment un gros bébé. Elle est bien posée. Donc ça, il faut faire attention. On est sur 350 watts du coup de consommation. Autant dire en fait qu'on est à 30 watts supplémentaires comparé à la 3080. Ça, j'y crois pas non plus. Très sincèrement, je pense qu'on sera au-dessus. Pareil pour une 750 en fait, watts en termes d'alimentation. C'est pas évident en fait dessus. En sachant que là, les recommandations, elles sont basées du coup sur un PC configuré avec un Intel en fait, avec un 10980 XE d'une puissance nominale inférieure en fait acceptable sur la configuration du système. Voilà, ça, je trouve que c'est peut-être un petit peu... Voilà, c'est vraiment à vérifier. Au niveau de la partie conférence générale, et c'est là où justement je vais vous le montrer en fait directement. Là, on va s'arrêter sur cette image-là, d'accord, simplement parce que je trouve ça un peu bizarre le système de coup de refroidissement. Donc là on est sur vraiment un système blower classique avec une sortie ici en fait et une remontée. La seule différence que là moi je trouve en fait un petit peu bizarre dans le schéma, c'est que bien évidemment l'air chaud contourne le processeur, ça c'est connu derrière. Mais justement, l'air chaud qu'on va expulser va tomber directement en fait dans les barrettes de RAM, va se choper du coup, techniquement il monte, donc il faudrait vraiment avoir un très bon ventilateur au niveau du boîtier pour pouvoir l'attirer en fait et pour pouvoir faire une extraction derrière. Et c'est surtout que si vous avez un ventirad et que votre ventirad techniquement s'il est bien monté, il est vraiment en fait en extraction en fait dans le même sens, c'est-à-dire en fait vers la sortie en fait du boîtier, derrière techniquement on est censé avoir de l'air frais qui arrive dessus. Et là on va se retrouver avec un air chaud. Donc en fait la capacité de refroidissement du coup de votre ventirad sera déjà en fait beaucoup plus faible. D'une, de deux, on va se retrouver dans le cas où on n'a pas de ventirad, qu'on est sur un IO, techniquement l'air chaud monte. Je vois pas pourquoi l'air chaud en fait est totalement dérivé. Ils partent comme sur le principe que tout ça c'est plein. Mais si en fait dans le cas où vous avez un IO et que vous avez un rad ici, l'air chaud sera directement en fait remonté et extrait par le haut de votre configuration. Mais ça veut dire aussi que du coup tout l'air chaud va tomber sur les rames. Donc voilà, je trouve que le schéma est très commercial et très, j'allais dire, mouvementé en fait en soi, mais il faudra faire vraiment attention. Je pense que c'est des cartes graphiques qui vont demander en fait à avoir des boîtiers qui vont avoir un très bon airflow et une bonne disposition en fait et un bon choix avec de bons ventilateurs. Donc ça, faites attention du coup à bien vérifier que d'un point de vue consommation, d'un point de vue température, d'un point de vue airflow général en fait de votre boîtier, cette carte graphique là pourra être adaptée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications et puis à me dire en commentaire quelle est la carte graphique que vous avez et si vous allez peut-être ciblement du coup en fait acheter une carte graphique de nouvelle génération. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut!